Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, qui vous souhaite la bienvenue en compagnie, comme d'habitude, de Charles Dagneau. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a des sujets plus rigolos que ceux qu'on a eus au cours des dernières semaines. Moi, je vais parler d'une des premières légendes urbaines qui est devenue le premier super-héros de la fiction. Alors, je vais y revenir dans un instant. Ça va se passer en Angleterre. Mais toi, tu vas nous parler d'un concours qui a eu lieu en 1959 et qui était assez particulier. Alors, ça se rejoint un peu à un autre concours dont tu nous avais parlé, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, vas-y, le concours Kraft. J'ai toujours un petit faible pour les coups de marketing. OK, notre monde roule d'ailleurs sur la mise en marché, sur le marketing, et évidemment, ça date pas d'hier. Hein. Dans les années 50, en tout cas, c'est une période que je parle régulièrement parce qu'on était là, n'est-ce pas? Et puis, c'était non seulement une époque de développement technologique, mais on rêvait d'espace. Déjà, là, les capsules spatiales, après l'avènement du Spoutnik, les hommes allaient dans l'espace. Nous autres, la jeunesse à l'époque, on n'avait pas de jeux informatiques, on n'avait pas d'ordinateur. Tout ce qu'on pouvait trouver pour remplir nos jeux d'enfance, c'était à travers les livres, le cinéma, les bandes dessinées, entre autres. Et un nombre énorme de jouets à thème spatial. Thème spatial, parce que c'était dans nos gènes à l'époque. On ouvrait la porte là en 1969, l'alunissage, je pensais que ça y est, on est rendu dans l'espace. D'ailleurs, l'histoire a démontré le contraire. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est les années, il faut se rappeler, Star Trek, c'est 67 à 69, c'est la période. Descendant direct, mais les séries télévisées meublaient nos heures creuses. Je les ai pas toutes vues, mais je me souviens, entre autres, comme tu parlais de Star Trek, mais en rajoutant Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace. Des thèmes comme les envahisseurs aussi. Bon, on regarde ça aujourd'hui avec le recul, puis c'est un peu dépassé, parce qu'on est habitué maintenant à d'autres standards, et c'était une autre époque avec d'autres préoccupations aussi. Alors, j'ai déjà mentionné un sujet, un concours qui avait été organisé par une compagnie de maquettes de kits à coller, de boîtes de construction, qui était un des passe-temps les plus populaires. D'ailleurs, ça l'est encore aujourd'hui, aussi incroyable que paraisse. Et puis, le Grand Prix était supposément une réplique exacte de la capsule spatiale Gemini, qui était à l'époque la plus avancée, et puis technologiquement, on en rêvait. Combien de jeunes ont dit, je voudrais avoir ça là, dans cours, et puis là, je vais être le roi là, de la gang, et puis c'est moi qui vais diriger le jeu, je vais être le maître du jeu avec cette chose-là. C'était un bon coup de publicité, sauf que la capsule n'a jamais été remise au gagnant. Il l'a tout simplement accueilli dans sa ville et a été immédiatement donné à un musée. Alors, pour revenir à notre histoire, c'est pas n'importe quelle compagnie qui va tenter sa chance dans le même ordre d'idées. On va parler de Kraft Food. On les connaît tous ici parce que c'est une compagnie qui est connue. Vous avez même une émission à l'époque absolument, pour des films à Télémétropole. C'était non cinéma Kraft. Kraft, exactement. On se souvient de ce personne qui nous vendait vos enfants sauteront de joie au retour de l'école si vous leur offrez des guimauves Kraft. Et oui, voilà. Il y avait des recettes. Cette litanie. Alors, c'était pas la première fois, là, comme je le mentionnais avec le concours de Revell, les maquettes. Il y avait aussi ABC, qui était un diffuseur américain de télévision, qui avait une série télévisée qui s'appelait Space Patrol. Personnellement, j'ai jamais vu ça. C'était les aventures du commandant Buzz Corey et dans son vaisseau spatial, le Terra 4, le Terra numéro 4. Et puis, c'était une des séries les plus écoutées par la jeunesse américaine. Donc, c'était une plateforme parfaite pour toutes les mises en marché, surtout pour la promotion du réseau de télévision auprès de la jeunesse. Et puis, on a décidé d'organiser un concours du même ordre. Et puis, on fait tirer le vaisseau spatial Terra 4. Et puis, pour gagner ça, il fallait qu'on trouve un nom à la nouvelle planète avec laquelle la Terre était rentrée en guerre et que c'était
là où était le méchant, ni plus ni moins. Et puis, c'était le thème du concours. Et celui qui l'a gagné, c'est un dénommé jeune Ricky Walker, de 10 ans, de Washington, dans l'Illinois. Il a donné le nom de Césaria, puis il a été choisi. J'imaginais qu'il trouvait ça très cultivé à l'époque. Et puis, voilà qu'arrive un semi-remorque avec un des deux clubhouse, ou maison du fan club. Mm-hmm. C'était une reproduction de 40 pieds de long du vaisseau spatial en question, monté sur une semi-remorque, pouvait être envoyé dans toutes les villes. Alors, papa se retrouve avec ça dans sa cour. Pendant un court instant, le jeune Walker a été l'enfant le plus envié aux États-Unis, jusqu'à temps qu'on découvre que finalement, ce bidule-là, 40 pieds de long, ça nécessite de l'entretien. OK? Camion, remorque, etc. Puis une fois la curiosité puis l'excitation passée, c'est devenu plus un problème qu'un autre. Et puis finalement, 1 an et demi plus tard, le camion a été vendu et puis la fusée s'est retrouvée dans un cirque, une foire ambulante, ni plus ni moins, là, comme une attraction. Puis là, il a disparu dans l'espace. On l'a retrouvé en 85 dans l'État de New York, complètement décrépit, puis il a été envoyé à Ferrari. Maintenant, dans le même ordre d'idées, Kraft, en 1959, ont décidé d'organiser le même thème, mais eux autres ont donné la véritable chose. C'était pas une capsule spatiale qui va finir dans un musée, puis c'était pas un faux vaisseau spatial qui était ni plus ni moins qu'une cabane en forme de fusée. Alors, il était très fort. Là, on parle d'une compagnie, Kraft Food, qui est là, qui a pignon sur roue depuis 1923. Au cours de son histoire, comme tu le mentionnais, il étaient des spécialistes d'un marketing, et puis ils ont organisé beaucoup de concours, dont celui-là qui est un des, en tout cas selon ceux qui s'intéressent au sujet, le plus grand concours de ce type-là qui a été organisé. Alors, les journaux, la télévision, puis le thème de l'espace a été utilisé à ce moment-là. Parmi les prix, on trouvait des télescopes, des jouets style, comme on parlait tout à l'heure, des voitures lunaires, des lance-missiles, regardons ça, les années 50-60, des maquettes, et le premier prix, un véritable simulateur spatial. Alors, le bidule en question, le simulateur, a été fabriqué par la compagnie Aerojet. Aerojet, il existe encore aujourd'hui. OK? Ça s'est diversifié un peu sous le nom de Rocketdyne et puis ATK, mais depuis le début, c'est eux autres qui ont fabriqué les fusées de la NASA. OK? Entre autres, les fusées d'appoint de la navette spatiale. Et puis dernièrement, le 30 juillet de 2020, le lanceur Atlas V, qui a envoyé la dernière mission vers Mars, avec des fusées qui ont été fabriquées par Rocketdyne, qui est justement Aerojet en question. Et puis, là, ce simulateur-là a été gagné par une jeune Américaine, OK, une fille. Peut-être les filles étaient moins portées vers ça à l'époque. En tout cas, généralement, à l'époque, oui, c'est aperçu comme des passe-temps de gaz. Ben oui, puis le fameux simulateur a fait une tournée américaine dans plusieurs villes avant de finir chez le gagnant à Saint-Louis, au Missouri. Là encore, ça a été... ce concours-là s'était étalé sur plusieurs mois. Ben, tout le monde veut savoir où était rendu le fameux simulateur. Maintenant, l'appareil en question, il faut le décrire, là. C'est un 40 pieds de long. Il comprend 4 passagers. Les costumes spatials ainsi que les casques d'astronautes sont fournis et puis sont du design du dernier concept de scaphandre spatial. Il y a à l'intérieur les bouteilles d'oxygène puis les panneaux de contrôle pour 4 astronautes. Il y a même à l'avant, dans le nez, un projecteur ciné qui projette à l'arrière d'un écran et qui va simuler le vol spatial. Donc, un vrai simulateur. Un vrai simulateur. Combien d'heures de jeu et de fantaisie et de rêve pour les enfants de l'époque? On avait seulement ça, qu'on pouvait prodiguer ça. Puis effectivement, pendant quelques années, ça a été le centre d'attraction. Même la gagnante en a fait don à son école. Parce que là, papa, comme l'autre précédemment, voulait pas trop avoir ça sur son terrain. Et puis là, à l'école, ben, il a commencé avec les années à décrépir. Et puis, on a décidé de s'en débarrasser. Et puis, on l'a installé sur devant un immeuble
gouvernemental. En fait, si je ne me trompe pas, c'était le ministère de la Santé publique du Missouri. Mais là, les temps avaient évolué un peu, puis on était à l'époque des missiles intercontinentaux. Et puis, qu'est-ce qui ressemble plus à un missile que ce simulateur-là? Fait que c'était très mal vu d'avoir un missile nucléaire devant un édifice public à l'époque. Et puis, les gens commençaient à critiquer ça, puis je crois que c'est ce qui a signé son arrêt de mort. Puis là, il disparaît dans l'histoire. Probablement qu'un particulier l'a acheté ou l'a hérité, mais on ne sait plus ses allers-retours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne voulait plus du missile, et puis il a été enlevé, et puis il a été détruit. Mais encore aujourd'hui, je repense à ces concours-là, pour l'avoir vécu moi-même, comment c'était enlevant. J'avais même envoyé mon nom à la compagnie Revel en l'espoir d'avoir une capsule spatiale ici même à Victoriaville, avant de recevoir un an plus tard un mot disant que les Canadiens n'étaient pas éligibles au concours en question. Kraft, eux autres, selon la technique de leur concours, demandaient une preuve d'achat de guimauve. Et puis, il fallait trouver un nom à la fusée aussi, comme Space Rocket Body. Donnait des exemples de noms que les jeunes pouvaient utiliser. Je serais curieux de voir les milliers et les milliers de noms qui ont su la créativité qu'il y a pu avoir là. C'est dommage que la fusée en question, l'engin, ait été perdu, ait disparu, parce qu'à Saint-Louis, Missouri, il y a aujourd'hui un magnifique musée pour les enfants. Avec toutes sortes de manèges très ingénieux. Et voilà, ça serait magnifique là-dedans. Ça. Surtout que celui-là, il était fonctionnel. On pouvait jouer à l'intérieur, mais les panneaux de contrôle étaient complets. J'ai vu des images, d'ailleurs, on va en voir, là, de l'intérieur de ça, de comment c'était aménagé. À l'époque, il y avait toutes sortes de choses sous-marins, fusées qui se vendaient, mais c'était des boîtes de carton. Le monde achetait ça d'une BD, là, des revues, puis il l'annonçait comme un submersible qui tirait des torpilles. Ben, c'était un élastique avec... c'était vraiment minable, alors que là, on parle d'une vraie compagnie qui est encore en aérospatiale et puis qui a fait un simulateur qui peut-être a connu un usage pendant un certain temps pour être donné en prix. Je suis d'accord avec toi, Henri, j'aimerais ça voir qu'est-ce qui s'était devenu de ça. Peut-être un jour. On va continuer nos recherches. C'est ça. Alors ça, c'était un sujet très divertissant et intéressant en même temps. Ça nous ouvre une fenêtre sur une époque. Moi, je vais aller à ce sujet, on pourrait faire un lien parce que de la science-fiction, parce qu'on était un peu là-dedans, quand on a parlé notamment du Space Rocket, etc., jusqu'aux super-héros, on n'est jamais bien loin. Et moi, je vais parler du premier super-héros de la fiction en Occident, qui venait d'une des premières légendes urbaines. C'est là le passage en plus. Alors, on parle d'un personnage qui s'appelait Spring-Heeled Jack, littéralement Jeannot au talon à ressort. C'est mieux en anglais. Ouais. Alors, Spring-Heeled Jack a été observé pour la première fois en 1837. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en octobre 1837? Une fille du nom de Mary Stevens qui se serait rendue à pied à Lavender Hill, donc en Angleterre, où elle travaillait comme servante, après avoir rendu visite à ses parents, sur son chemin à travers un endroit qui s'appelle Clapham Common, donc un espèce de terrain vague. Une étrange silhouette lui sauta dessus depuis une ruelle sombre. Après l'avoir immobilisé avec une prise de bras, il a commencé à l'embrasser, tout en déchirant ses vêtements et en touchant sa chair avec des griffes qui étaient, selon la déposition de la fille, froides et moites comme celles d'un cadavre. Paniquée, la jeune fille a crié et l'attaquant s'est sauvé. L'agitation a amené des résidents qui ont lancé une recherche de l'agresseur puis ils l'ont jamais retrouvé. Le lendemain, le personnage en question a choisi une victime très différente, près de la maison de Mary Stevens. Et là, il saute sur le chemin d'une voiture qui passait, faisant perdre le contrôle au cocher. La voiture se renverse, le cocher se blesse assez gravement. Et plusieurs témoins vont affirmer que l'inconnu s'est échappé en sautant par-dessus un mur de 9 pieds. 2,7 mètres, tout en caquetant avec un rire aigu et retentissant. Alors, la nouvelle se répand rapidement et bientôt, la presse et le public vont le surnommer Spring-Heeled Jack, Jack au talon à ressort, parce qu'à cause de ce bond incroyable là, de 9 mètres. Alors là, les théories commencent à naître sur qui était ce fameux Spring-Heeled Jack.
Alors, il y a des gens qui prétendent l'avoir vu, qui disent qu'il y avait une apparence terrifiante, avec une physionomie diabolique, des mains griffues et des yeux qui ressemblaient à des boules de feu rouge. Un rapport affirme que sous un manteau noir, il portait un casque et un vêtement blanc moulant comme une toile cirée. De nombreuses histoires mentionnent son aspect diabolique. On dit qu'il était grand et d'autres disent qu'il était grand et mince avec l'apparence d'un gentleman. On mentionne qu'il pouvait expirer des flammes bleues et blanches, qu'il portait des griffes métalliques acérées au bout des doigts. Au moins 2 personnes ont affirmé qu'il parlait anglais. Quelques mois après ses premières observations, le 9 janvier 1838, le Lord Maire de Londres, Sir John Cowan, révèle lors d'une séance publique qu'une plainte anonyme a été reçue quelques jours auparavant et qu'il a retenue dans l'espoir d'obtenir de plus amples informations. Le correspondant a signé sa lettre tout simplement à un habitant de Peckham et il a écrit « Il semble que certains individus de haut rang ont parié avec un compagnon espiègle et téméraire qu'il n'oserait pas prendre sur lui de visiter de nombreux villages près de Londres dans des différents déguisements, un fantôme, un ours et un diable, et de plus qu'il n'entrera pas dans les jardins d'un gentilhomme dans le but d'alarmer les pensionnaires de la maison. Le pari a cependant été accepté. Et ce méchant a réussi à priver 7 dames de leur sens, donc à leur faire perdre connaissance, dont 2 ne devaient pas guérir, mais devenir un fardeau pour leur famille. Dans une maison, cet homme a sonné une cloche, et sur un domestique venant ouvrir la porte, cette pire que brute se tenait dans une figure non moins terrible qu'un spectre. La conséquence a été que la pauvre fille s'est aussitôt évanouie et n'a plus jamais repris tout à fait ses sens. On dit que l'affaire dure depuis un certain temps, et que curieusement, les journaux restent muets sur le sujet. Donc, le Lord Maire semble assez sceptique, mais un membre du public confirme que des servantes de Kensington, Hammersmith et Ealing racontent des histoires terribles sur ce personnage. L'affaire est rapportée dans le Times du 9 janvier, dans d'autres journaux nationaux le 10 janvier, et le lendemain, le Lord Maire montre un rassemblement passablement bondé, apparemment une pile de lettres qu'il a reçues de gens qui prétendent avoir été victimes de mauvaises blagues, entre guillemets, similaires. Alors ça semble indiquer que cette histoire-là est très répandue dans la banlieue de Londres. Un écrivain va écrire que des femmes ont fait des crises dangereuses, que certaines ont été gravement blessées par une sorte de griffe que le mécréant portait aux mains. Et on va voir que même, on va dire même que des gens sont morts de peur. Et on va dire qu'il a été vu ici. Et là, on va nommer des endroits où il a été vu. Alors, le Times va rapporter une attaque présumée contre une certaine Jane Alsop le 2 mars 1838. Et là, ensuite, un monsieur Thomas Milbank qui a été, à son tour, été attaqué. Et donc, il a été arrêté. Et on a pensé que c'était lui à un moment donné, mais on a pu trouver qu'il n'y avait absolument aucune preuve. Alors, entre autres, parce qu'il a été échappé à la condamnation, parce que Jane Alsop a insisté que son agresseur avait craché du feu, et que Milbank a admis qu'il n'était pas capable de faire ça. Donc, mais la plupart, il y a eu beaucoup d'autres comptes rendus après, mais qui ont été écrits après ces dates-là. Et là, ça devient un personnage folklorique. On rapporte des prétendus exploits dans des journaux, et là, on se met à en parler de lui dans ce qu'on appelait les Penny Dreadful. Les Penny Dreadful, c'était des petits fascicules qui racontaient un peu comme ce qu'on avait au Québec dans les années, au 20e siècle, les romans dissous. Donc, des fascicules qui racontent des histoires qui pouvaient être fictives ou réelles. Dans le cas au départ, c'est présenté comme des histoires réelles. On va même faire des pièces de théâtre, jouer dans des théâtres bon marché qu'il y avait à l'époque. On va donc le baptiser Spring Heel Jack. Et même le diable va se faire surnommer Spring Heel Jack dans certains spectacles de Punch and Judy, donc des sketchs de marionnettes très populaires à l'époque. Et là, de nouvelles, et en 1877, un groupe de soldats d'une caserne vont prétendre l'avoir vu. Une sentinelle en service au camp nord scrute l'obscurité, son attention attirée par une figure particulière s'avançant vers lui. Le soldat lance un avertissement qui n'est pas entendu. La silhouette s'est rapprochée de lui et lui a donné plusieurs gifles au visage. Le garde lui a tiré dessus sans effet visible.
Et ensuite, l'étrange figure a disparu dans l'obscurité environnante. Il va y avoir aussi dans les mémoires d'un certain Lord Ernest Hamilton, 40 ans plus tard, en 1922, qui va mentionner ces apparitions-là. Et ensuite, il y en a d'autres avec des régiments, etc. Donc, la légende. Mais là, Spring Hill Jack est de plus en plus mentionné dans les Penny Dreadful. On lui invente des histoires. C'est en 1904 qu'il va avoir les dernières apparitions notées, mais Spring Hill Jack ne va pas disparaître pour autant parce que là, on va se mettre à en faire un personnage de fiction. Il va aussi devenir un personnage, un épouvantail, dont on va se servir pour dire aux enfants, soyez sages, sinon Spring Hill Jack va venir vous chercher, et on va dire qu'il vous regarde par la fenêtre, etc., un genre de bonhomme 7 heures. Et finalement, et là, des brochures prétendument basées sur des événements réels vont paraître en 1838 déjà, et vont raconter de soi-disant aventures de Spring Hill Jack, des choses qu'il semblait avoir fait, etc. Et là, il va être un méchant, personnage de fiction dans les Penny Dreadful, puis de plus en plus, il va devenir un héros. Et en 1900, il va être présenté dans cette littérature-là comme un vengeur altruiste, costumé, alors qui venge les torts et protège les innocents, devenant un des premiers super-héros, en fait, puisque il a des pouvoirs. Avec ses bottes à ressort, il peut sauter par-dessus les murs. Il a apparemment une cuirasse qui le rend invulnérable au coup de feu. Il a ses griffes, il crache du feu, etc. Et on va donc lui attribuer toutes sortes de pouvoirs. C'est ça, de super-pouvoirs. Et donc, c'est là qu'il va faire devenir le protagoniste principal de nombreuses histoires de 1840 à 1904, et va également apparaître dans des pièces de théâtre. Spring Hill Jack, The Terror of London, ça c'est en 1840. Spring Hill Jack or The Felon's Wrong, 1863. Et la dernière en 1885, Spring Hill Jack or The Masked Mystery of the Tower. En tout, 5-6 pièces vont présenter, et il va être habillé avec un manteau qui fait un peu des ailes de chauve-souris, et un masque avec un peu des petites cordes. Il peut faire penser à un personnage qu'on connaît bien aujourd'hui, Batman, de cela. Qui pourrait donc peut-être avoir Bob Kane, peut-être dans les années 1930, possiblement que Spring Hill Jack... La dernière mouture ne devait pas agresser les jeunes femmes. Là. C'est ça. Là, on était rendu à un héros, un vengeur. Donc, on a une légende urbaine au départ d'un personnage dont personne n'a finalement pu confirmer l'existence et ne l'a jamais attrapé, qui devient un personnage de fiction, puis finalement, le premier super-héros. Et puis, dans la description de ses capacités, ça m'amène à songer aux spécialistes à ce qu'ils appellent le parcours aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, eux autres, ils sautent des murs de 9 pieds. Peut-être que l'original de ça... peut-être le précurseur de toutes les... Peut-être que le personnage original... De ces acrobaties... était un des précurseurs du parcours. Du parcours. Tu le décrivais tantôt, puis je voyais cette image-là de sauter par-dessus les murs récemment. D'ailleurs, on voit ces spécialistes-là. Très dangereux, j'imagine, comme activité. On va laisser ça aux spécialistes, n'est-ce pas? Ça. Don't try this at home, comme on dit. Voilà. N'essayez pas cela à la maison. Et c'est sur ce que je termine cette dernière émission pour cette semaine de Histoire à dormir debout. Alors, restez à l'écoute de TVCBF et c'est un rendez-vous la semaine prochaine. On vit le rêve aujourd'hui. OK!